Merci de choisir Télé 50. On commence avec cette exclusivité. Roger Lumbala a embarqué depuis Entebbe, en Ouganda, à bord de l'appareil Air Rwanda, en direction de Kigali. Ce membre de l'ex-rébellion du mouvement du 23 mars veut fomenter des nouveaux complots contre son pays, la République démocratique du Congo. Selon des sources dignes des fois, Roger Lumbala est parti de Paris en France pour l'Afrique du Sud comme citoyen français. Et de là, il est arrivé en Ouganda, précisément en Entebbe, d'où il a embarqué à bord du vol Air Rwanda, direction Kigali. Mais la mission du patron du RCDN, dont la capitale rwandaise, n'est pas noble. Après la débâcle de son ex-M23, il est associé par le régime cynique en place au Rwanda depuis 20 ans à un autre plan de déstabilisation du Congo-Kinshasa. Curieusement, Paul Kagame ignore les conclusions de tous les rapports, même le plus récent, sur les massacres et autres crimes commis en République démocratique du Congo, reconnus comme génocide, et dans lesquels son pays est cité comme acteur nocif. Il ignore l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans lequel il a engagé son pays pour la paix dans les Grands Lacs. Le dirigeant rwandais, qui a vendu très cher le génocide de 1994 en sa faveur, mais aujourd'hui lâché par ses protecteurs, ne veut pas tomber seul. Il s'entoure de quelques Congolais sans civisme et patriotisme. Mais pour quelle finalité? Curieusement, c'est lui qui l'apprécie. Roger Lumbala est sous le coup des mandats d'arrêt de la justice congolaise, un récidiviste permanent avec les soutiens avérés d'un pays dont l'économie est placée sous la perfusion financière internationale, d'ailleurs réduite à plus de 20%. Ajoutons aussi un pays dont les dirigeants ne semblent pas comprendre pourquoi les Grands Lacs continuent à saigner. Dans l'actualité de ce vendredi, la décision des juges de la CPI d'alerter le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le refus de la RDC d'arrêter et de livrer Omar el-Béchir lors de son séjour à Kinshasa en février dernier a suscité des réactions à Kinshasa. Le gouvernement n'est pas en reste. Il s'est exprimé par le biais de son porte-parole, Fabien Lumbala. D'abord, la Cour pénale internationale, son porte-parole en République démocratique du Congo, a fait le point sur la décision des juges. Paul Madidi est fidèle à la forme et au contenu de l'alerte. Les juges de la Chambre préliminaire ont pris cette décision au regard du statut de Rome qui dit que devant un refus de coopération d'un État partie, on saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l'Assemblée des États parties. Donc on n'a fait que respecter les textes. De son côté, le ministre de la Communication et des Médias estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a aucun souci au sujet de cette alerte. Notre adhésion au statut de Rome, qui fait de nous une partie intégrante de cette Cour pénale internationale, n'a jamais eu pour conséquence de mettre fin à notre appartenance à l'Union africaine, à mettre fin à notre appartenance au COMESA, et donc nous nous en sommes déjà suffisamment expliqués. Nous ne changeons rien du tout à ces explications. Si cela était à refaire dans les mêmes conditions de temps, de lieu et de nos engagements juridiques, nous le referions. Et donc, nous attendons ce que le Conseil de sécurité dira. Pour Rufin Luko Musubao, un des avocats congolais, l'attitude de la CPI n'inspire pas confiance vis-à-vis de la RDC. Du coup, Luko Musubao monte sur ses chevaux. Ce pays, nous avons beaucoup de choses à lui reprocher en termes d'institutions. Les reproches de la RDC contre la CPI sont nombreux. C'est fort dommage que notre pays n'a pas déjà pour le défendre. Ce pays ici n'a pas déjà pour le défendre. Même là où nous gagnons, on donne des leçons, on donne des reproches. Là où les autres ne gagnent pas, on les plébiscite. Et ça, c'est révoltant pour nous. Qu'attendre donc du Conseil de sécurité de l'ONU en termes de réponse à cette alerte de la CPI, alors que le statut des Roms ne prévoit aucune sanction contre un État membre? La réponse dans les jours à venir.
Le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, est attendu à Kinshasa ce dimanche pour une visite officielle de 3 jours. Cette visite entre dans le cadre d'une tournée qu'il entame à travers les pays membres de la francophonie, en commençant par la RDC qui assume la présidence de cette organisation. Nous demandons votre attention. Après la rencontre des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie au dernier sommet tenu en octobre 2012 à Kinshasa, le secrétaire général de la francophonie jette encore son regard sur la République démocratique du Congo. Son séjour des 3 jours sur les sols congolais prévoit des entretiens avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et d'autres personnalités du pays, parmi lesquelles les présidents de 2 chambres du Parlement, ainsi que le Premier ministre. L'occasion faisant le larron, le chef de l'État, Joseph Kabila, procédera à la décoration du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. Un dîner lui sera également offert à la Cité de l'Union africaine à cette occasion. Le mandat d'Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale francophonie touche à sa fin cette année, alors que l'ancien président du Sénégal totalise déjà 78 ans. Rappelons que le secrétaire général de la francophonie a succédé en janvier 2003 à l'Égyptien Boutros Ghali aux commandes de l'UEF. Coopération parlementaire en prévision de la conférence régionale de parlementaires de la francophonie prévue pour mai 2014. Le président de l'Assemblée nationale a échangé ce vendredi avec son homologue du Congo-Brazzaville, Justin Koumba, et c'était au Palais du Peuple. Crispin Chibasso. Le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Justin Koumba, a traversé le fleuve Congo ce vendredi. Arrivé à Kinshasa par Beach Ngobila, il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et premier vice-président de l'APEF, Obamina Koundiala Djoko. Après le beach, les 2 personnalités ont conféré au Palais du Peuple. Avant la tenue de la conférence régionale de l'APEF à Brazzaville, Justin Koumba a traversé pour consulter le premier vice-président sur l'ordre du jour de cette conférence. C'est de notre devoir de venir examiner avec le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est le président Obamina Koundiala, pour affiner un peu l'ordre du jour qui sera adopté à Brazzaville et regarder les points saillants que nous allons examiner ensemble. C'est un autre jour classique, d'abord l'examen de la situation politique en Afrique, et puis on a voir la gouvernance, la bonne gouvernance, le rôle des parlements dans la bonne gouvernance, et une question sur les constitutions post-conflit et la gouvernance démocratique. Après la tenue de la 6e conférence de présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'APEF à Bujumbura, la conférence régionale de l'APEF de Brazzaville devra porter sur le dérèglement climatique, la bonne gouvernance et la problématique de la révision constitutionnelle en Afrique. Il faut améliorer en quantité et en qualité l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est l'objectif que se fixe la Société nationale d'électricité et donc la direction générale de la SNEL a échangé avec les responsables de la FEC pour vulgariser l'une des réformes majeures qu'elle vient d'opérer, la simplification de procédures de raccordement des cabines électriques moyennes et basse tension privées. Ce sont des opérateurs économiques, cadre de la Fédération des entreprises du Congo, de la Société nationale d'électricité, déterminés à collaborer pour l'amélioration de la fourniture électrique en RDC. Et la SNEL dispose déjà d'une nouvelle politique. Pour ce faire, l'entreprise entend entre autres simplifier la procédure de raccordement des cabines électriques moyennes et basse tension privées. L'économie de notre pays ne peut pas évoluer en vase clos. Elle dépend des apports extérieurs et se façonne suivant les exigences du monde. Une réforme majeure qui répond aux exigences du gouvernement congolais en rapport avec le climat des affaires et qui allège la réduction du délai de raccordement, la simplification des procédures administratives et la facilité de l'accès à l'information. Le coût de raccordement, évalué à 28 000 $ américains avant 2012, devrait être ramené à 16 000, une réduction due du fait que le paiement de la caution n'est plus une condition préalable avant la mise en service d'une nouvelle cabine moyenne ou basse tension privée.
Autre titre d'actualité, c'est cet état des lieux sur les télécoms qui a été fait ce vendredi par le ministre des PTNTIC et les 5 opérateurs GCM. Plusieurs points ont fait l'objet de cette rencontre. L'interconnexion qui est jusqu'à présent partielle, le déploiement de la fibre optique à travers le pays, mais aussi la campagne d'intoxication sur la vente de la carte SIM à $50. Vous êtes celui qui était venu me voir. D'entrée des jeux, Kinké Moulumba a voulu en savoir un peu plus sur les déploiements de la fibre optique, et ce, environ 9 mois après l'inauguration du point d'atterrage de Moanda au Bas-Congo. En ce qui nous concerne, nous avons terminé tous les travaux et sur la partie qui est la nôtre, notre fibre a été également posée. Autre point invoqué au cours de cette rencontre, l'interconnexion qui s'avère un facteur incontournable et obligatoire dans un pays comme la République démocratique du Congo. Le ministre n'a pas un problème. Le ministre d'ailleurs en avait écrit aux opérateurs, à tous les aînés opérateurs que nous avons trouvés sur le terrain, pour leur demander que l'interconnexion était une obligation légale et qu'ils ont signé les contrats avec Africell, que tout opérateur doit s'interconnecter puisque c'est une obligation légale, c'est la loi qui le dit. Puis arrive alors l'épineuse question sur les projets de vente de la carte SIM à $50 américains. En toile de fond, la réflexion du ministre axée sur la lutte contre les vagabondages des SIM, les appels et messages anonymes, mais également la lutte contre la fraude du code 243. L'identification des abonnés a échoué, il faut recourir à d'autres moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est sur la table selon le communiqué qu'on a sous les mains, donc on ne va pas commenter sur des spéculations. Une fois la solution trouvée, ce sont en fait $140 millions américains perdus chaque année par les trésors publics qui seront récupérés. Les sanctions existent mais tardent à être appliquées. Tenez, en 2008, un arrêté prévoyait déjà des amendes allant de 5 à $10 000 américains sur chaque SIM non identifiée, tandis qu'en 2009, elles ont été revues à la baisse jusqu'à $20 américains. Je vous l'annonçais au sommaire, la demande du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Labana, auprès du directeur général de l'EVD de réhabiliter les routes qui avoisinent l'Unikine a trouvé un écho favorable. Et donc ce vendredi, ces routes, qui sont dans un état de délabrement très avancé, ont reçu leur premier coup de marteau. Guy Chungu était sur les lieux. Il est normal que je vienne le voir pour poser les problèmes, déposer des devis auprès de lui et à lui de transmettre acquis des droits pour qu'on vienne réhabiliter cette voirie au niveau de notre université. 2 jours après cet entretien, l'OVD passe à l'action. On a constaté que la voirie interne de l'Unikine n'était plus adaptée à la plus belle robe que portaient les bâtiments nouvellement réhabilités. C'est ainsi qu'on nous a demandé de procéder à la réhabilitation de la voirie interne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Toute la boucle de l'Unikine sera complètement réhabilitée. Une nouvelle qui réjouit les étudiants. Nous trouvons l'initiative du chef de l'État impeccable parce qu'il s'est soucié du domaine scientifique. Il s'est soucié de la base. Tout ce monde qui se trouve à Ville aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont y été à l'université. Mais alors, combien de temps dureront les travaux? Bon, nous avons prévu d'exécuter les travaux en 3 semaines. 3 semaines certes, mais il faut bien faire les choses. D'où ce coup de fil du DGAI, de l'OVD, Benjamin Wenga, qui veut s'assurer. Je crois qu'on pourra pratiquement dépasser une dizaine de kilomètres dans une première phase. Et puis on va poursuivre jusqu'à aller vers les plateaux de l'Unikine. En réhabilitant les routes de l'Unikine, l'OVD sera donc la toute première entreprise à le faire depuis 1954, date de la construction de cette université. Les instructions ont été données par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous le savez, Justin-Marie Bomboko Lokumba n'est plus. L'ancien ministre des Affaires étrangères s'est éteint jeudi 10 avril des suites d'une longue maladie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles à l'âge de 86 ans. Et ici à Kinshasa, quelques autorités ont fait le déplacement de la résidence du défunt pour consoler la famille éplorée. C'est un silence absolu ce vendredi dans la résidence de Justin-Marie Bomboko. Un silence qui fait suite à l'absence de son propriétaire, désormais dans l'au-delà. Sa famille, dont ses fils ici en image, ont le soutien des politiques, à l'exemple d'Olivier Kamitatou et José Ndundu.
Également présent, le chef de la maison civile du chef de l'État. Ce dernier qui est l'une des dernières autorités à l'avoir rencontré cette année, il y a à peine quelques mois. Il est important pour nous de fréquenter ces bibliothèques vivantes pour que nous puissions effectivement recevoir cet héritage. Tel avait-il déclaré alors le 8 février, un samedi où l'homme entouré